Alors bonjour, je me présente David Marchand, je suis conseiller viticole à ProConseil, c'est une filiale de Prométer à Lausanne. Je fais ce travail depuis une dizaine d'années et jusqu'au 30 avril 2020. Et à partir du 1er mai, en fait, je démarre un poste au FIBEL, qui est l'Institut de recherche en agriculture biologique en Suisse, donc à partir du 1er mai 2020. Donc, je vous propose cette formation sur la protection de la vigne en viticulture biologique. Elle s'adresse autant aux vignerons qui veulent protéger tout leur domaine avec des produits biologiques, qu'aux vignerons qui veulent limiter l'usage des intrants de synthèse et un peu mieux comprendre les stratégies en bio. Donc au niveau de la protection en viticulture biologique, il faut comprendre que tout le raisonnement de la protection il se base sur la lutte couplée contre le mildiou et l'oïdium. C'est les deux principales maladies qui sont les plus problématiques en viticulture. Et il faut vraiment voir ça comme une approche globale. Il faut vraiment tout mettre en œuvre préventivement pour limiter les maladies. Donc c'est les choix stratégiques pour la plantation, hein, que ce soit le cépage, la sensibilité, le porte-greffe, l'adéquation avec le terroir, des terroirs plus sensibles aux maladies, on va choisir des cépages plus adéquats, moins sensibles, voire résistants. Il faut aussi mettre en œuvre toutes les mesures préventives contre les maladies pour limiter au maximum la lutte directe avec les produits contre les maladies. Et bien sûr, encore plus en bio qu'avec des produits de synthèse, mais la qualité d'application elle est primordiale. On est sur des produits de contact, donc il faut vraiment une application optimale sur la zone des grappes et sur la face inférieure des feuilles où se développent les champignons. Après, c'est encore plus important aussi d'être plus observateur de ces vignes et d'avoir le maximum de prise d'informations sur les conditions météo, sur le risque. Alors là, il y a le bulletin cantonal, selon le canton où vous êtes. Il y a la newsletter Viticulture Bio que je propose pour le positionnement précis des interventions. Donc ce sera une collaboration ProConseil FIBEL pour 2020. Et multiplier les informations sur différentes météos, différentes modélisations. Les radars d'Opus sont aussi super intéressants pendant la saison pour positionner les traitements. J'insiste aussi sur les pluviomètres. Dans les conditions orageuses, on a des grosses variations d'un secteur à l'autre, donc mettez un maximum de pluviomètres dans vos parcelles pour gérer les renouvellements. Et après, consultez aussi agrométéo.ch, qui est un bon outil d'aide à la décision pour le positionnement des traitements. Voilà pour démarrer, le mildiou de la vigne, une des maladies principales avec l'oïdium. Vous connaissez tous les symptômes, notamment très flagrants en 2016 dans nos conditions suisses. Conditions de la région lémanique. En 2019, des symptômes importants sur le Valais, qui est une région un peu moins touchée normalement. Donc ces symptômes typiques sur les feuilles, taches d'huile, parfois très intenses, d'autant plus si on a un sol nu et des vignes basses. Ces sporulations sur la face inférieure des feuilles. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est ces symptômes sur les inflorescences. Là, c'est de la perte de récolte directe, donc déformation en crosse. Et ensuite, le dessèchement, la sporulation sur l'inflorescence qui va faire dessécher et détruire l'inflorescence. Ensuite, on va aussi éviter ce rot de grise, développement du mildiou sur les jeunes baies, qui peut aussi détruire complètement les grappes. Et d'une manière moins intense, en général, le rot de brun, donc c'est cet aspect coup de pouce et dessèchement des baies, qui peut détruire des parcelles entières. Là, l'exemple par exemple en 2016 où des parcelles entières ont été détruites par le mildiou. Donc vraiment, le mildiou, c'est des pertes de récolte importantes, l'incidence. Donc voilà, il faut comprendre un peu la biologie du mildiou pour comprendre comment l'éviter, comment lutter contre. Il faut se rappeler que c'est en fait un champignon qui est plus proche des algues que du champignon. Il se développe à partir du sol. Et vraiment, le point à retenir, c'est que le mildiou est très lié aux pluies, à l'eau liquide. Il a besoin d'eau liquide pour se développer. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de mildiou. On le voit sur des millésimes humides. C'est là où on a des grosses pressions de mildiou. Et au niveau des lieux aussi, les régions où il y a moins de pluie, comme le Valais, on a des pressions moindres que dans la région lémanique. Donc la conservation, elle se fait sous forme d'œufs divers au niveau du sol. Il y a toujours assez d'inoculum pour créer une épidémie. C'est pas lié à l'épidémie de l'année précédente. Donc on a toujours assez d'inoculum pour démarrer une infection. Ces œufs vont mûrir à partir d'une zone de température en base 8 au 1er janvier. Et lorsqu'ils sont mûrs, ils ont besoin de pluie préparatrice pour former des sporanges et aller créer une infection primaire.
Donc pour qu'il y ait cette infection primaire, il y a quand même des conditions. Il faut que les pousses soient quand même assez développées. On parle d'une dizaine de centimètres, qui fassent au moins 10-11 degrés au moment des pluies et que les pluies permettent d'avoir de l'eau liquide au sol. Donc on parle d'une dizaine de millimètres, mais parfois il faut plus de pluie si les sols sont très secs. Donc, il faut retenir aussi que ces contaminations primaires, ben, elles sont rarement de grosse ampleur. Il faut souvent plusieurs pluies contaminatrices pour arriver aux premiers symptômes. Donc, une fois qu'il y a cette infection primaire, c'est-à-dire que les zoospores sont arrivés sur la feuille, ils vont pénétrer à l'intérieur de la feuille. Il y a une phase d'incubation qui est fonction des températures, mais qui peut aller d'une dizaine de jours à 5-6 jours s'il fait plus chaud, avant l'apparition des taches d'huile et de la sporulation sur la face inférieure des feuilles. Donc, comme dit, ces infections primaires ont lieu pendant toute la saison, elles sont de faible ampleur. Ce qu'il faut vraiment éviter par la lutte, c'est les infections secondaires qui ont lieu ensuite, une fois qu'il y a la sporulation sur la face inférieure des feuilles. Ces infections secondaires, par les rosées, peuvent suffire à provoquer des nouveaux cycles et à provoquer un développement important de la maladie. Il faut aussi retenir que c'est un endoparasite, le mildiou, donc il pénètre à l'intérieur des organes et donc la curativité est quasi impossible. Donc c'est vraiment très dur de s'en débarrasser une fois qu'il est à l'intérieur de l'organe. Donc au final, il faut retenir que le mildiou est très lié aux pluies, pas de mildiou, et vu qu'il est très lié aux pluies, la modélisation elle est vraiment fiable. Voilà pour démarrer au niveau des mesures prophylactiques contre le mildiou, ça c'est vrai pour tous les champignons, mais limiter la vigueur de la vigne. Moins on a de vigueur, moins on a de pression, moins on a de nutriments pour le champignon, donc moins on a de développement. Éviter tout ce qui est zone de mouillère, tout ce qui est eau liquide dans la parcelle par des drainages, ou éviter des cépages sensibles sur ces zones que vous connaissez humides et sensibles. Raisonner à la plantation, plus vous êtes haut au niveau du premier fil et des feuillages, moins vous avez de risque de projection de contamination primaire depuis le sol vers la vigne. Aussi un raisonnement au niveau de la ventilation, l'orientation des rangs, plus la vigne est ventilée, moins on a de risque, puisqu'on va sécher le feuillage plus rapidement. Une mesure vraiment très importante et à prioriser dans vos parcelles les plus sensibles, c'est d'éliminer les pampres, les gourmands à la base du pied, qui sont un tremplin, une échelle pour que le mildiou se développe du sol jusqu'aux organes supérieurs. Et une fois quand on a du mildiou développé, éliminer ces pousses infectées pour diminuer un peu l'inoculum. Et il y a toujours l'option des cépages résistants dans les zones à risque. Voilà, au niveau de la lutte directe contre le mildiou, il y a plusieurs produits autorisés contre le mildiou. Les mycocines, qui sont des argiles acidifiées, on a une libération d'ions aluminium. On verra que c'est moins efficace que le cuivre et il ne peut pas être mélangé au cuivre, ce qui est une problématique. Et on peut avoir des problématiques de phytotoxicité avec ce produit. Il peut être intéressant des années de faible pression en début de saison ou en fin de saison, mais on ne peut pas le mélanger au cuivre. D'autres préparations à base de plantes, ortie, osier, prêle, huile essentielle peuvent avoir une efficacité partielle, être intéressant pour limiter les doses de cuivre. D'autres SDN, Auralis, Phytosave, là on manque un peu de recul par rapport à ces produits, mais ça pourrait aussi être intéressant pour limiter les doses de cuivre. Et bien sûr, je l'ai un peu anticipé, mais c'est principalement les produits à base de cuivre qui permettent de lutter efficacement contre le mildiou sous nos climats où les pressions sont quand même très importantes. Il y a différentes formes de cuivre présentes. La bouillie bordelaise la plus connue, donc qui est un sulfate de cuivre neutralisé avec de la chaux. Elle est très persistante, elle a un rapport efficacité-lessivage excellent et peu phytotoxique. C'est la forme qui libère le plus lentement les ions cuivre, donc une libération lente et une bonne persistance. Il y a la forme intermédiaire, l'oxychlorure de cuivre, peu cher, résistante moyenne au lessivage, très peu phytotoxique. L'oxysulfate de cuivre, très adhérent et persistant, mais plus phytotoxique. Et la forme qui libère plus rapidement les ions cuivre, donc un effet peut-être un peu plus choc que la bouillie bordelaise, c'est l'hydroxyde de cuivre. Donc un peu moins persistant, action initiale un peu plus rapide et peu phytotoxique. Il faut savoir qu'on peut mélanger ces formes de cuivre, on peut faire par exemple moitié bouillie bordelaise, moitié hydroxyde de cuivre en cas de forte pression. Donc le cuivre, c'est un facteur essentiel pour l'efficacité de la lutte. Quelques caractéristiques du cuivre, c'est un produit de contact, c'est un peu son défaut. S'il est lessivé, il n'agit plus, ou il peut être dilué dans la forte pousse du feuillage.
Il agit en préventif, comme la majorité des produits, même les produits de synthèse. Et il faut qu'il soit présent avant la contamination. Donc, et c'est sous l'action de l'eau qu'il y a une libération constante des ions cuivriques. Ces ions, ils vont être absorbés par le spore du champignon et empêcher sa germination. Il agit sur plusieurs sites du champignon, ce qui fait qu'il n'est pas sujet aux problématiques de résistance et il ne va pas être contourné par le mildiou. Et après, il a plein d'autres effets. Il faut se rappeler que c'est un oligo-élément de la plante. Il en a une action sur le métabolisme des protéines. Il a un rôle dans l'assimilation de l'azote par la plante. Et il faut retenir que le cuivre peut être phytotoxique vraiment à basse température, en dessous de 8 degrés. Et là, c'est très dépendant de la dose que vous mettez, de la forme du cuivre et de la taille des particules du cuivre. Aux doses qu'on conseille de 200 à 300 grammes, on a peu de problématiques de phytotoxicité et d'accentuation de la coulure. Par contre, à des doses plus élevées, 600-800 grammes par application, on peut aggraver la coulure si on a des températures basses lors de la floraison. Donc en résumé, un produit de contact, vraiment préventif, multisite, pas sujet aux résistances, donc un produit efficace sur le mildiou. Au niveau des critères d'efficacité du cuivre, on parle souvent des formes de cuivre, on va voir, ou de la dose mise, mais on va voir par critères d'importance les critères d'efficacité de l'application au cuivre. Je rappelle, entre parenthèses, que la qualité d'application est primordiale. Le mildiou il se développe sous la face inférieure des feuilles, donc c'est là que le produit doit arriver. Et sur les grappes, bien sûr, pour protéger les inflorescences et les grappes. Par ordre d'importance, c'est le positionnement avant et au plus proche de la pluie. Il est préventif, donc il faut vraiment que le cuivre soit positionné à ce moment-là. Le renouvellement, qui est fréquent en fonction des pluies et de la pousse. Avant de parler de la dose, il faut parler du renouvellement. Plus on renouvelle à des intervalles courts, plus on aura une action importante. Donc renouveler après 15 mm de pluie, sinon après 8-10 jours, on va le voir après en détail comment renouveler. La dose utilisée, on parle de 50 à 100 grammes par hectare de cuivre métal en début de saison, 200 à 300 grammes hectare en pleine végétation et jusqu'à 400 grammes par hectare si on a des symptômes. On voit qu'il faut peu de cuivre si on a une bonne qualité d'application pour avoir une efficacité, et c'est vraiment le renouvellement qui est beaucoup plus important que la dose qu'on va mettre. Et la forme utilisée, c'est secondaire en termes d'efficacité. Ce qui est important, c'est le renouvellement et la dose avant la forme. On a tendance à dire de privilégier la bouillie bordelaise tout au long de la saison. Si on a des symptômes ou une forte pression, on peut mélanger moitié bouillie bordelaise et moitié hydroxyde de cuivre. Et en fin de saison, par sa rémanence, et ce qu'on a l'habitude de faire pour le traitement de couverture, c'est d'utiliser de la bouillie bordelaise. Voilà, le plus dur à raisonner, je dirais que c'est le premier traitement. C'est là où on cherche le plus d'informations. C'est important de ne pas partir trop tôt, que ce soit avant la maturation des œufs, avant les vraies pluies contaminatrices, avant l'épidémie. Le but, c'est quand même d'optimiser ces doses de cuivre et de ne pas traiter pour rien, de ne pas perdre du temps s'il y a pas de risque et pas besoin de traiter. Pas partir non plus trop tard. Je dirais qu'en bio, c'est plutôt rare. On a tendance à partir trop tôt. Si on part après les premiers foyers, après l'explosion de l'épidémie, on ne peut plus agir de façon curative. On se battra contre le mildiou toute la saison. Ce premier traitement, il est vraiment lié au risque de contamination, aux pluies. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de mildiou, et c'est pas lié au stade de la vigne. Donc vraiment allié aux contaminations, à la modélisation et aux pluies. Et c'est inutile de démarrer si les 3 points suivants ne sont pas atteints. Les œufs d'hiver de mildiou sont mûrs, ça c'est un suivi qui est possible sur Agrométéo. La vigne est en végétation, c'est-à-dire stade 2-3 feuilles étalées, soit une dizaine de centimètres. Et la température moyenne est d'au moins 10 voire 11 degrés au moment des pluies. Il faut savoir qu'Agrométéo déclenche à 8 degrés, donc est relativement sécuritaire. Au niveau des stratégies pour le premier traitement, comme dit, suivez les bulletins cantonaux, la newsletter viticulture biologique. Nous, au niveau des stratégies, on a tendance à partir sur une autre stratégie, ce qui est prôné en général en bio. On parle de stratégie classique, d'anticiper la première pluie contaminatrice, potentiellement contaminatrice, en disant je commence tôt avec des petites doses en bio, mais on fait des traitements inutiles quand on part comme ça, parce que souvent on démarre trop tôt, on fait 2 voire 3 traitements inutiles, surtout si les pluies qu'on anticipe elles n'ont pas lieu. Donc nous on a tendance à ne pas recommander cette technique.
et plutôt partir sur une stratégie qui reste préventive, mais traitée après la première contamination primaire qui est validée. Comme je vous l'ai déjà dit en présentant le cycle, il faut souvent 2, 3, 4 contaminations pluies préparatrices pour arriver vraiment à avoir des symptômes. Donc si on prend cette première pluie primaire validée par agrométéo ou validée selon les conditions de pluie, on reste préventif, sachant que les symptômes qui suivent une contamination primaire sont isolés et de faible intensité. Ce qu'il faut, c'est être préventif pour les contaminations secondaires. Donc deux stratégies pour les vignes sensibles et précoces, on va laisser passer cette première contamination primaire et traiter avant les pluies suivantes. Et pour la majorité du vignoble, on va traiter comme on le faisait en viticulture durable, c'est-à-dire à 80% de la première contamination primaire confirmée, donc avant l'apparition potentielle des toutes premières taches isolées. Donc on reste préventif, on anticipe les infections secondaires, c'est vraiment ça qui est important. Et là, on arrive à économiser en début de saison 2, 3, voire 4 traitements par rapport à la première stratégie, je dirais hyper préventive. Si on veut aller plus loin, il y a possibilité dans les secteurs plus tardifs de voir ce qui se passe dans les régions plus précoces. Si je prends l'exemple du canton de Vaud, les symptômes, on les trouve toujours en premier, le long des murs, sur le Chablais et la Vaud, là où les vignes sont plus développées. Si on est dans le nord de canton avec des vignes moins développées, on peut attendre de voir ce qui se passe et attendre l'apparition des toutes premières taches dans ces régions précoces pour démarrer l'adulte. Voilà, je rappelle encore le positionnement du cuivre, il est vraiment primordial. La contamination, elle a lieu au moment des pluies. Là, j'ai repris un peu un schéma d'une pub pour des produits phyto. On parle de traitement éradiquant, il n'y a aucun produit qui est éradiquant. Traitement curatif, il y a certains produits de synthèse qui peuvent avoir une petite curativité après les pluies. Faut voir que le cuivre, il faut vraiment le placer, et je dirais de manière générale, tous les traitements, les placer avant les pluies contaminatrices. Donc c'est pendant les pluies qu'a lieu la contamination, et c'est la pluie qui va permettre d'activer le cuivre. Donc c'est vraiment primordial de le placer au plus proche de la pluie. Voilà, au niveau des renouvellements des traitements avec le cuivre, comme je le répète, la fréquence de traitement est plus importante que la dose et la forme de cuivre utilisée. En moyenne, lorsqu'on a démarré la lutte, on va être à des intervalles de 7 à 10 jours en l'absence de pluie. Il faut gérer ces renouvellements en fonction de la pousse active. En début de saison, on a une pousse qui est relativement active, donc on va plutôt être à 7-8 jours. Faut aussi prendre en compte la croissance des baies qui peut être très importante, hein, donc ça c'est un calcul mathématique, mais une sphère de 1 cm a une surface 25 fois plus importante qu'une sphère de 2 mm. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Il peut y avoir une dilution du produit sur les organes à prendre en compte lors des renouvellements. Souvent, le facteur le plus important pour le renouvellement, c'est le lessivage. Et là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits d'expérimentation avec des simulateurs de pluie pour voir si l'intensité avait un effet, si le nombre de pluies avait un effet. En fait, le facteur vraiment principal, c'est la hauteur de précipitation. Et là, on parle d'un lessivage avec les doses recommandées qu'on recommande de l'ordre de 15 à 20 mm, 20 litres de pluie par mètre carré. Donc ça peut être un cumul de 4 pluies ou d'une pluie de 20 mm. On parle de lessivage à ces moments-là. Et là, il faut donc, dans ce cas-là, anticiper la pluie suivante pour la protéger. Là, c'est vraiment important d'avoir des pluviomètres précis dans vos parcelles pour pouvoir gérer ce lessivage et le renouvellement des traitements. Un autre point à prendre en compte, c'est le risque pendant la saison. Du premier traitement jusqu'au stade petit pois, là, en fait, le risque il est beaucoup plus important sur la perte de récolte, si on a des inflorescences ou des jeunes baies touchées. Et on a aussi une pousse active, donc là, il faut garder des cadences vraiment serrées sur cette phase. Après la fermeture de la grappe, comme ça arrive certaines saisons, si on a un mois de canicule et de sécheresse, on peut arrêter la lutte pendant un mois. Par contre, si on a un épisode de pluie qui revient ensuite, il va falloir retraiter pour reprotéger notamment le jeune feuillage en fin de saison. Mais on peut largement tirer sur les intervalles en fin de saison. Et comme dit, en fin de saison, la bouillie bordelaise est un excellent produit pour la fin de saison qui a une très bonne rémanence tant qu'il ne pleut pas. Donc, toujours anticiper la pluie suivante en fin de rémanence. Si vous arrivez à 5-6 jours et qu'une grosse pluie d'orage est annoncée, repositionner un produit avant, repositionner le cuivre avant cette pluie d'orage.
Voilà, au niveau des méthodes curatives contre le mildiou, ben, comme dit, c'est très difficile d'agir en curatif contre le mildiou parce qu'il pénètre à l'intérieur des organes. On a peu de recommandations par rapport à ça. Il faut vraiment éviter le plus possible de manière préventive, mais parfois ça arrive quand même qu'on se fait prendre par le mildiou, qu'on se fasse prendre par le mildiou. Donc là, effeuillage rigoureux de la zone des grappes. On recommande de faire un traitement face par face et de réduire les intervalles en augmentant un peu les doses de cuivre en utilisant la forme hydroxyde. Et après, il y a d'autres pistes de produits avec peu de références, mais les terpènes d'agrumes qui permettraient de sécher le mycélium, différentes huiles essentielles et tisanes pour aussi avoir un effet desséchant sur le mycélium. Et d'autres produits qui sont testés, bicarbonate de soude, bicarbonate de potassium, l'eau salée à 1-2% ou le kaolin. Mais là, il y a des essais à suivre par rapport à ça. Voilà, avant d'en finir, un petit mot sur la toxicité et je dirais la diabolisation qu'on fait du cuivre pour les détracteurs du bio. Je vais revenir un peu là-dessus, ça fera peut-être un peu débat, mais il faut retenir que le cuivre est aussi un oligo-élément indispensable. On parle souvent, ouais, c'est un métal lourd, mais c'est aussi un oligo-élément qu'on a dans le corps. On en a 150 mg dans le corps, on en a besoin de 2 mg par jour. La dose maximale par jour est 10 mg par jour. Il faut se rappeler qu'avec une application de 200 g hectare, on a 20 mg par mètre carré. Donc on a besoin de ce cuivre dans notre corps pour différentes choses. Faut voir qu'il est toxique à forte dose, mais pour l'utilisateur, il est peu dangereux. Hein. Ça peut être des irritations des yeux, des voies aériennes, des troubles digestifs mineurs. Et faut juste rappeler dans notre alimentation, on a beaucoup plus de cuivre dans les aliments solides, notamment tout ce qui est viande, foie, que dans les boissons et dans le vin. Dans le vin, on a très très peu de cuivre présent par rapport à ce qu'on peut avoir dans l'alimentation. Aussi au niveau de l'origine des pollutions des cours d'eau, on sait que le cuivre il est très peu mobile dans les sols. Donc en fait, ce qu'on retrouve dans les cours d'eau, les cuivres, c'est principalement originaire des bâtiments, hein, tout ce qui est chenaux en cuivre et des routes, et seulement 30% de l'agriculture. Comme dit, le cuivre il s'accumule dans les 10 premiers centimètres du sol, il est non lessivable et les effets toxiques du cuivre sont vraiment, à mon avis, exagérés et plutôt corrélés aux doses astronomiques qu'on a appliquées au début de la lutte contre le mildiou. Faut se rappeler, ça j'en ai pas parlé, mais au début du XXe siècle, c'était des doses d'environ 60 kg par hectare et par année qui étaient utilisées en quelques traitements contre le mildiou. Donc c'est sûr que les doses qu'on peut retrouver après dans les sols viticoles sont importantes. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y a peu d'effets du cuivre, enfin pas d'effet du cuivre sur les mycorhizes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet négatif sur la biomasse microbienne, et ça d'autant plus sur les sols acides. Hein. Là, il y a plusieurs travaux de l'INRA ou de changeants qui sont faits là-dessus. On voit une baisse de cette biomasse microbienne plus on a de cuivre dans les sols. Par contre, l'utilisation d'herbicides ou le travail du sol a bien plus d'impact sur la vie du sol que l'utilisation de cuivre. Et il y a une adaptation aussi microbienne du cuivre. Plus on fait en sorte que la vie microbienne, la vie du sol se développe, moins l'impact du cuivre est important. Il y a aussi ce qu'on parle de biodisponibilité du cuivre. Si on augmente la matière organique du sol, on captera ce cuivre qui ne sera plus dans la solution du sol et donc limitera sa toxicité microbienne. Donc en gros, pour limiter la toxicité du cuivre dans les sols, il faut améliorer la fertilité. Je dirais que c'est important de limiter les doses de cuivre, mais de là à l'avenir, à l'interdire, ce serait un non-sens. Voilà pour finir, les points clés pour la protection mildiou. Vraiment en début de saison, suivez l'agrométéo, les prévisions météo, les conseils de vos bulletins cotonneaux, de la newsletter bio Fibel Pro Conseil pour le positionnement du premier traitement. Là, clairement, il faut vous faire aider en fonction de ce début de saison. Comme dit, ne pas démarrer trop tôt avant les contaminations primaires. On fait des traitements inutiles, d'autant plus si les pluies prévues n'ont pas lieu. Et on a autre chose à faire à cette période que de traiter pour eux. Par contre, une fois démarré, là, clairement, là, on va dans l'autre sens, mais il faut vraiment maintenir des cadences serrées jusqu'à fin juin, donc jusqu'au stade petit pot à fermeture de la grappe, le risque devient moins important. 8 jours à 10 jours maximum. Je dirais pendant cette période, si on a des épisodes orageux, des renouvellements à faire, si on hésite à renouveler une application, on la renouvelle, on traite.
Toujours placer les produits avant les précipitations suivantes en fin de rémanence, ça c'est primordial. Et après la fermeture de la grappe, en l'absence de pluie, on peut vraiment tirer sur les cadences. Si on a une période sèche, on peut ne pas traiter pendant 2-3 semaines. Par contre, on anticipera une grosse pluie annoncée après cette période de sécheresse. Et je le répète, pas de précipitation, pas de mildiou. On peut faire des traitements en début de saison seulement pour l'oïdium s'il n'y a pas de pression mildiou. Voilà, ça fait la transition pour la gestion de l'oïdium, donc Erysiphene necator, qui est aussi un champignon problématique. On verra plus problématique sur la qualité que sur la perte de récolte. Ça peut aussi faire des pertes de récolte, hein. Donc les symptômes, souvent ces symptômes qui se développent sur le jeune feuillage, sur la face inférieure, sont rarement visualisés par les vignerons. C'est assez difficile à voir, on n'a pas le réflexe de le faire. Les premiers symptômes aussi sur les baies sont relativement difficiles à voir, même sur les grappes, parfois c'est 1 ou 2 grains. C'est un peu une maladie invisible. Entre la contamination et l'apparition des symptômes, on a 2 ou 3 semaines. Et souvent, quand on le voit, c'est trop tard et on a le dégât qui est présent avec des blessures sur les baies et des symptômes très, très, très néfastes à la qualité du vin. Juste pour vous montrer, là, c'est une photo de gradient d'oïdium de droite à gauche. À gauche, c'est beaucoup plus sévère. Et sur des cépages blancs, on voit bien l'oïdium, sur les cépages rouges aussi, et c'est plus compliqué à observer. Par contre, l'impact qualitatif est le même, et même plus important sur les rouges, vu qu'il y a la phase de macération qui peut plus absorber les impacts négatifs de l'oïdium. Voilà, au niveau du cycle de l'oïdium, on va faire relativement vite. Ce qui est important de retenir, c'est que les symptômes drapeaux, c'est-à-dire que le mycélium déjà présent dans le bourgeon qui se développe, c'est pas présent en Suisse. On n'a pas cette forme de conservation qu'on peut avoir dans le sud de la France, où là, la pression, elle est directement présente dès l'éclatement du bourgeon. Nous, la conservation, elle se fait sous forme d'ascospore, et l'hibernation se fait sur l'écorce des cèpes, hein, sous forme de cléistotès. Donc j'ai dit ascospores, mais c'est cléistotès qui libère ensuite les ascospores quand il y a des pluies. Ces ascospores vont être après projetés sur les feuilles, et il faut une quinzaine de jours avant qu'on puisse voir des toutes petites taches. Donc c'est ce qu'on appelle l'inéoculium secondaire, hein, qui est formé de conidie, qui va se développer sur la face inférieure des feuilles et qu'on doit éliminer par la lutte pour éviter ensuite qu'il y ait une contamination sur les grappes. Donc au plus tôt, ces petites taches, on les voit au stade 5-6 feuilles étalées, vraiment au plus tôt sur les parcelles sensibles. Donc ça sert à rien de partir trop tôt pour l'oïdium, même pour les parcelles très sensibles. On va voir cette stade 5-6 feuilles étalées. Et pour des parcelles non sensibles, au stade 10-12 feuilles, on peut éradiquer ces petites taches sur les feuilles qui vont par la suite contaminer les grappes. Voilà, conditions climatiques et oïdium, on est un peu dans des conditions inverses du mildiou. C'est pas les pluies, même les pluies ont tendance à limiter l'oïdium, c'est plutôt les conditions d'humidité relative et d'absence de pluie, de temps couvert. Donc des températures 20-25 degrés, ça c'est tous les champignons. L'humidité relative élevée, un faible rayonnement UV, hein, l'oïdium il est sensible au rayonnement. Donc ça on va voir, ça a une influence sur une méthode préventive pour le limiter qui est l'effeuillage. Les pluies fines peuvent le favoriser. Un temps nuageux, chaud, un peu tropical aussi favorise les contaminations d'oïdium. Par contre, un film d'eau et des pluies fortes lessivent les colonies et les radiations UV ralentissent la germination et la croissance du mycélium. Un temps pluvieux et très ensoleillé est donc défavorable, ce qui est l'inverse du mildiou. Au niveau de la sensibilité de la vigne, tous les organes verts sont sensibles. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'oïdium se développe sur la surface des tissus, il ne rentre pas dans les organes comme le mildiou. Et plus l'organe est jeune, plus il est sensible. Donc les feuilles elles sont sensibles pendant 8 à 10 jours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les baies elles sont sensibles dès leur formation. C'est d'ailleurs au stade chute des capuchons floraux, nouaison, où elles n'ont pas encore eu de produit, où elles sont les plus sensibles. Et jusqu'au stade petit pois, cette sensibilité est forte et elle diminue après pour être quasiment nulle au stade fermeture de la grappe. Ce qui fait qu'il y a très peu de contamination à partir du stade fermeture de la grappe, les baies sont plus sensibles. Par contre, s'il y a du mycélium avant fermeture de la grappe, il peut continuer à se développer jusqu'à véraison. Donc là, c'est important de protéger jusqu'à véraison s'il y a encore du mycélium.
Et la présence de jeunes feuilles avec du mycélium dans la zone des grappes augmente le risque de contamination des raisins. Voilà au niveau de la lutte contre l'oïdium en viticulture biologique. Le choix du cépage est important. Tous les cépages Vitis vinifera sont sensibles, mais il y a quand même une sensibilité qui varie. Vous connaissez tous le chardonnay, sa sensibilité. Cabernet Sauvignon, Sylvaner, Cabernet Franc. Les Chasselas aussi relativement sensibles. Les Gamay, du fait qu'ils ont beaucoup de milrandage et des petites baies sensibles. Dans les cépages sensibles, Altesse, Chenin, Riesling, Gewürz, Sauvignon blanc, et des cépages un peu moins sensibles, Syrah et Pinot. Et on a bien sûr des cépages, on ne dit pas résistants, mais tolérants. Le Divico, qui a eu tendance un peu à lâcher au niveau de l'oïdium en 2019, ou qui présente des symptômes d'oïdium sur les rafles. Et j'ai mis Irak 2160, mais maintenant il annonce, c'est Divona, cépage blanc, résistant, donc avec une tolérance à l'oïdium. Il faut quand même faire 2-3 traitements d'encadrement de floraison pour garder cette résistance. La prophylaxie, elle est vraiment indispensable et très efficace sur l'oïdium. La limitation de la vigueur, ça on en a déjà parlé, c'est moins de nutriments pour l'échantillon, on retarde la maturité, on a plus de temps pour que le champignon agisse, on augmente le nombre d'entrecœurs, donc les jeunes feuilles sensibles, et un entassement de végétation, mauvaise pénétration des produits et des ultraviolets. Donc l'équilibre de la vigueur des souches, c'est dans le choix du porte-greffe, une fertilisation raisonnée, gestion de l'encadrement, charge adaptée, ça vous connaissez, donc gérer cette vigueur, moins on a de vigueur, moins on a de problématiques de milieu ou d'oïdium. Après, un facteur vraiment essentiel, c'est l'aération la plus précoce possible de la zone des grappes, mettre à la lumière les grappes, via les travaux d'ébourgeonnage, de rebiolage, d'effeuillage à fin floraison, un palissage soigné pour favoriser la pénétration des produits, mais aussi la pénétration de l'air pour avoir un microclimat défavorable aux champignons. On a aussi une meilleure pénétration des UV et des grosses pluies pour lessiver le champignon. Et on limite aussi la contamination, comme je vous le dis, entre les feuilles et les grappes. Donc vraiment une mesure importante. Plus on aère tôt, donc à fin floraison, moins on a de problématiques d'oïdium. Au niveau de la lutte, le soufre, c'est vraiment l'élément central de protection. Un très bon produit en bio, donc il a aussi une action multicide comme le cuivre, donc il n'est pas problématique de résistance. Il agit en phase vapeur, donc il faut que le soufre se sublime pour agir. Il a une action préventive sur les conidies, donc pendant les phases de germination du conidie, quand elles arrivent sur la feuille, on le voit sur le schéma, donc dès qu'elles sont sur la feuille, donc plus le soufre est mis tôt dans le phase de développement de l'oïdium, plus il est efficace. Mais il a aussi une petite action curative sur les filaments mycéliens, donc phase 3 et 4 sur ce schéma, et partiellement éradiquante sur l'essèchement du mycélium. Et plus il est mis tôt sur la feuille, plus il va limiter le mycélium. Donc c'est la phase 5, on veut pas l'avoir, c'est quand on voit ces aspects blancs sur le feuillage. Donc il faut vraiment le positionner dès le début des contaminations. Il faut savoir que le soufre a aussi d'autres effets sur d'autres maladies, scoriose, érinose, acariose et d'autres maladies fongiques. Par contre, le critère d'efficacité, on a souvent tendance à parler de la température, mais c'est vraiment la luminosité qui est le facteur clé pour permettre au soufre d'agir en phase vapeur, de se sublimer. Pour une même température, sur un temps couvert, entre un temps couvert et un temps luminé, on a une sublimation 5 fois plus importante par temps lumineux que par temps couvert. Vraiment, ce facteur luminosité est important. Donc la température est le second facteur, la sublimation du soufre, elle augmente avec la température. Donc en fait, une application de soufre par temps lumineux et frais est beaucoup plus efficace que par temps chaud et couvert. Au niveau des doses de soufre, vous verrez que par rapport à nos voisins en France, on a des doses beaucoup moins importantes. La dose maximale homologuée est de 6,4 kg par hectare et par année en pleine végétation. Nous, au niveau de nos recommandations, on est à 3 kg par hectare par application pendant toute la saison, sauf pendant la phase la plus sensible de floraison à petits pois, où on va monter à 5 kg par hectare de protection. On peut augmenter ces doses dans les secteurs touchés chaque année sans problématique. Au niveau de la résistance au lessivage du soufre, il est un peu plus résistant au lessivage que le cuivre.
mais en général, le renouvellement se gère en fonction du lessivage du cuivre. Au niveau des conditions d'application du soufre, je l'ai dit, les doses de soufre, elles sont de 3 kg pendant toute la saison, ça j'en ai déjà parlé. Au niveau de la localisation des traitements, comme il y a une action en phase vapeur, on a tendance à croire qu'on peut le mettre n'importe où, mais il faut qu'il soit au plus proche de l'oïdium pour être rapide. Et il y a vraiment une importance de la qualité d'application. Souvent, les gros problèmes d'oïdium sont dus à une mauvaise application du produit. D'autres facteurs, je vous laisserai les lire, mais au niveau phytotoxicité, il faut se rappeler sur des étés très chauds, comme on a pu avoir en 2019 avec des phases de canicule, il faut éviter tout ce qui est soufre liquide et traiter au-dessus de 30 degrés et limiter un peu les doses. Le soufre a un petit effet sur les auxiliaires, une toxicité abeille faible. Il est peu toxique pour l'utilisateur. Et au niveau de la pollution, au niveau écotoxicologique, il est peu problématique. Au niveau des stratégies de traitement, le début du traitement, il est très lié à la sensibilité parcellaire et au cépage. Il n'est pas lié à l'année précédente, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'inoculum est toujours suffisant et c'est les conditions météo de l'année en cours qui permettent un développement ou non de la maladie. On a des millésimes où il y a une forte pression, le millésime d'après on n'en a pas, donc ça montre bien qu'il n'y a pas de lien entre l'année antérieure et l'année en cours. Donc c'est lié un peu à l'historique de vos parcelles et de vos régions, il y a des régions plus ou moins sensibles. Dans des parcelles sensibles, même dans ces parcelles sensibles, c'est pas la peine de démarrer avant le stade 5-6 feuilles étalées, on peut pas avoir ce développement sous nos conditions avant le stade 5-6 feuilles étalées. Donc on se tape sur 6 feuilles étalées. Dans les parcelles vraiment rarement attaquées ou peu sensibles, où vous avez rarement de l'oïdium, on peut rester à 10-12 feuilles étalées, donc un stade un peu avant la préfloraison. Au niveau du renouvellement des traitements, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut une protection sans faille de préfloraison à fermeture de la grappe. C'est vraiment là que les 80% des contaminations ont lieu et on va augmenter un peu les doses pendant cette phase pour protéger vraiment les jeunes baies et surtout au stade chute des capuchons floraux, quand la baie est mise à nu, qu'elle n'a pas de produit, elle est très sensible, il faut vraiment bien protéger à ce moment-là. Au niveau des délais, le soufre est un peu plus rémanent, comme on a dit, que le cuivre, donc on est plutôt à 10-12 jours d'intervalle et 20 mm de pluie. Et au niveau de l'arrêt de la protection, on a tendance en Suisse à aller jusqu'à la véraison pour la protection. En fait, dans les zones peu sensibles, on peut faire un bilan à fermeture de la grappe en observant vraiment minutieusement les baies, souvent à l'arrière des baies, ou là où on n'a pas eu assez de produits. Et si on n'a aucune baie avec un petit peu d'oïdium, on peut faire un dernier traitement à fermeture de la grappe et arrêter ou passer à des produits moins problématiques que le soufre, des produits un peu naturels. Dans ce cas-là. Sur les parcelles historiquement sensibles, plutôt arrêter à véraison. Sur les parcelles peu sensibles, on peut faire le dernier traitement à fermeture de la grappe. Et les doses, 3 kg par hectare omis pour les traitements de floraison à petit pois, 5 kg hectare. Voilà, il y a d'autres produits alternatifs au soufre. Le bicarbonate de potassium qui est dans l'armicarbe ou le vitisant, il n'est autorisé qu'en mélange avec le soufre. Donc ça enlève un peu de son intérêt. Il est quand même intéressant en curatif sur des symptômes présents. Ça peut être une alternative au soufre en poudre. Attention aux phytotoxicités quand même avec ces produits. D'autres stimulateurs de défense naturelle peuvent permettre peut-être de limiter un peu les doses de soufre. On manque aussi de références sur ces produits. Le fénicure, huile de fenouil, alors là, toutes les expérimentations montrent très peu d'efficacité, je vous le déconseille. D'autres produits naturels sont autorisés, lait, lactosérum, qui ont un effet sur le champignon aussi, un effet un peu collant du soufre, qui peut être intéressant. Donc le lait maigre, à hauteur de 10% dans la bouillie. D'autres préparations de plantes, sol, prêle, armoise, des huiles essentielles, des macérations d'ail qui peuvent être intéressantes. Autres produits utilisés aussi, il y a le Prev-AM, Prev-B2, huiles essentielles qui sont autorisées maintenant en Suisse, qui peuvent être bons en curatif, mais on a aussi, il faut faire attention au niveau des problèmes de phytotoxicité, et le permanganate de potassium qui est aussi utilisé par certains, bien que non homologués. Au niveau des traitements curatifs contre l'oïdium, on a tendance à privilégier le poudrage au soufre, qui a qui a une bonne efficacité, qui peut aussi être dans les secteurs très sensibles une alternative en le positionnant directement à floraison.
Si on sait que chaque année on a des problèmes sur des parcelles ou dans des secteurs, le positionner chaque année en fin floraison, ça permet d'augmenter la protection au soufre mouillable. Ce qu'il faut, c'est respecter les conditions d'application, hein, luminosité, température autour de 25 degrés, absence de vent. L'idéal, c'est souvent le matin tôt parce qu'on n'a pas de vent et on a une petite rosée qui permet au soufre de bien adhérer. Les doses en général, c'est de 25 kg/hectare. Des doses de 12 kg/hectare suffiraient, mais on a du mal à répartir ces doses sur un hectare. Donc certains, pour limiter les quantités, ils ajoutent d'autres supports pour le poudrage, du talc, de l'argile bentonitique ou du lithotam. En traitement chloratif, il y a d'autres alternatives en mouillable. Ça peut être du soufre à pleine dose en traitant phase par phase. On est vraiment en localisant sur la zone des grappes, donc à 6,4 kg/hectare, peut-être en resserrant des cadences, en faisant 2 traitements à 4 ou 5 jours d'intervalle. L'armicarbe et le vitisant peuvent être aussi utilisés, zone des grappes. Attention aussi aux phytotoxicités. Il semblerait qu'en faisant juste zone des grappes, on n'a pas de problème sans le mélanger au soufre. Les terpènes d'agrumes, j'ai déjà dit, ça peut aussi être intéressant, on manque un peu de recul. Et les huiles essentielles aussi. Comme dit, ces produits, vraiment tester avant de le faire sur tout le domaine parce qu'il peut y avoir des problématiques de phytotoxicité aussi. Voilà, et pour finir, importance de la qualité d'application. Les gros problèmes d'oïdium, c'est en général 90% des cas de mauvaises applications sur la zone des grappes. On le voit souvent dans les secteurs où on traite à l'atomiseur ou à l'hélico, on a plus d'oïdium, mais c'est aussi par rapport à une mauvaise application des produits. Donc là, vraiment, respecter les conditions climatiques, appliquer sur la zone des grappes, régler de façon optimale le pulvérisateur, avoir un volume de bouillie suffisant, bien aérer les grappes pour avoir une meilleure pénétration des produits et faire peut-être du face par face en encadrement de floraison si vous en avez la possibilité. Et dans les traitements, dans les zones de traitement aérien, hélico-drone, vraiment passer au sol pour protéger la grappe, sinon vous allez avoir des problèmes d'oïdium. En conclusion sur la lutte contre l'oïdium, bien contrôler et observer les situations sensibles, vous les connaissez, hein, selon les cépages, les expositions, les historiques. Vraiment l'importance de mettre en place ces mesures préventives, contrôle de la vigueur, les travaux en verre soignés et précoces pour bien aérer la zone des grappes, pour limiter vraiment le développement de l'oïdium. La luxe, elle est vraiment axée sur le soufre, principalement mouillable et potentiellement poudrage pour les zones vraiment très sensibles ou pour les zones où il y a des symptômes. Importance de limiter le développement précoce du mycélium sur le feuillage qui va par la suite infecter les grappes. Importance de respecter vraiment les cadences pendant la phase de sensibilité maximale. Hein. Tous les symptômes ont lieu pendant cette phase et après ça met 2 à 3 semaines à arriver sur les baies à avoir les symptômes. Mais c'est ces contaminations qu'il faut bloquer. Traiter dans des conditions optimales, vraiment trouver la bonne fenêtre de traitement contre l'oïdium et vraiment la qualité d'application est primordiale pour l'oïdium, encore plus que pour le mildiou. Attention aux vignes traitées qu'avec l'hélico, vraiment il y a besoin de faire un traitement complémentaire, au moins un, lors de la chute des capuchons floraux à fin floraison, nouaison. Voilà pour l'oïdium. Quelques mots aussi sur d'autres maladies. La pourriture grise, Botrytis cinerea, vous le connaissez. Bon, les symptômes sur feuilles sont assez rares. Il peut aussi y avoir des symptômes sur inflorescence. Souvent, les symptômes, le botrytis se développe sur les déchets de floraison à partir de la floraison et il reste un peu en latence pendant tout l'été jusqu'à la phase de maturation où là, il va commencer à se redévelopper sur les baies et à provoquer des dégâts à partir des micro-blessures. Ce qu'on veut pas, c'est ces symptômes-là où on a des grappes entières détruites, des impacts sur la qualité, des mauvais goûts, des problèmes fermentaires. Là, on le voit par exemple avec des baies qui ont éclaté et développement de mycélium, parfois des développements d'autres pourritures, d'autres problématiques néfastes au vin. Après, en parallèle, le même champignon, il peut faire de la pourriture noble qui est plutôt bénéfique. Voilà, au niveau des facteurs favorables, vous les connaissez, conditions climatiques optimales 15-20 degrés, des pluies, l'humidité pendant la phase de maturation. Tout ce qui est entretien du sol peut limiter ou favoriser la pourriture grise. L'enherbement, il le limite, on limite l'effet des pluies. Et un travail du sol peut-être plus tardif avec de la minéralisation peut rapporter de l'azote et provoquer plus de pourriture grise. Un enracinement superficiel des racines va provoquer plus de risque d'éclatement sur des pluies tardives, où l'eau va directement aller dans les baies, donc plus de risque après de pourriture. Et le taux de pourriture, ça c'est corrélé, d'autant plus faible que l'enracinement est profond.
Et la fertilisation azotée a vraiment un gros lien entre l'azote et le taux de pourriture. Hein. Vraiment, il se nourrit d'azote, ce botrytis. Euh, voilà. Et tout ce qui est blessures diverses, vraiment les limiter, que ce soit l'oïdium, vers la grappe, grêle, dégâts mécaniques, éclatements, qui sont une source d'entrée du botrytis. D'autant plus en bio, on ne peut pas utiliser d'antibotrytis spécifique. Les mesures préventives sont vraiment le meilleur allié du vigneron. Là, j'ai mis entre parenthèses, même en production intégrée, viticulture durable, c'est vraiment le meilleur moyen pour limiter le botrytis. Donc, c'est vraiment le raisonnement de la plantation, adéquation cépage, porte-greffe, terroir. On a des cépages à grappes compactes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. L'orientation des rangs aussi pour avoir une bonne aération, le système de conduite selon comment on taille. Là, vous voyez un peu la sensibilité des cépages. On a des cépages qui ont été développés notamment par Agroscope pour être moins sensibles au botrytis, le Gamaret, le Galota, le Carminoir. D'autres cépages à faible sensibilité, Gara Noir, Chasselas, Syrah, Divico. Les cépages les plus sensibles sont ceux à grappes compactes, c'est la famille des Pinots, le Gewürztraminer. Et il faut retenir qu'il y a une grosse différence selon les clones. Il faut vraiment bien se renseigner sur la sensibilité, si c'est un facteur important pour vous, au niveau du même cépage. Et au niveau des porte-greffes, plus on a un porte-greffe qui confère de la vigueur, plus il y a des risques aussi. Voilà la différence entre un Pinot à gauche, grappe compacte, et un Gamaret avec des grappes lâches. Vraiment pas de risque de botrytis sur l'image de droite. Voilà, autre point, c'est aussi la gestion de la vigueur qui est un des facteurs clés, là encore plus important sur le botrytis. En limitant la vigueur, en ayant à l'extrême des vignes en sous-vigueur, on n'a jamais de botrytis. Par contre, des vignes très poussives, très vigoureuses, qui reçoivent beaucoup d'azote, on a beaucoup plus de risques de botrytis. Donc vraiment équilibrer la fertilisation, avoir un enherbement raisonné, limiter le travail du sol après juillet. D'autres points très importants, c'est tout ce qui est travaux en verre soignés et précoces, vraiment un épomprage, un ébourgeonnage, un effeuillage vraiment bien adapté. Alors voilà, petite interruption, désolé. Donc travaux en verre soignés et précoces, vraiment épomprage, ébourgeonnage, effeuillage de la zone des grappes pour avoir un microclimat peu propice au développement du botrytis. Un point vraiment très important, et si vous en avez la possibilité sous vos vignobles, c'est effeuiller le plus précocement possible la zone des grappes et si possible avoir une machine qui souffle les déchets de floraison après fleur. Donc c'est effeuillage à jet d'air où il y en a qui passent des poudreuses pour éjecter ces déchets de floraison qui est une source de contamination du botrytis ou des souffleuses spécifiques. Là on a fait des essais là-dessus qui montrent clairement qu'on limite, on sait que le botrytis il se développe sur ces déchets de floraison. En soufflant les déchets de floraison sur la grappe, là on voit une grappe qui n'a pas été soufflée un peu après nouaison. Avant soufflage, on passe cette machine à jet d'air et vous voyez après soufflage, on a presque plus de déchets de floraison, on n'a plus de maladie. Là on a les essais, on montre vraiment, on limite fortement le botrytis avec ces machines à jet d'air et c'est bien plus efficace aussi qu'un antibotrytis spécifique en viticulture durable. Donc vraiment, ces éjections des déchets de floraison, c'est vraiment un très bon limitateur de la pourriture grise. D'autant plus en bio si vous avez beaucoup de cépages sensibles. Voilà d'autres techniques qui existent aussi sur des parcelles qui doivent être bien valorisées parce que ça demande beaucoup de main d'œuvre. La technique du Tailoun qui consiste à couper les grappes au stade tête d'épingle, petit pois, entre tête d'épingle et petit pois, les couper en deux pour permettre une meilleure aération et limiter le botrytis. Ça demande beaucoup de temps de travail, mais ça peut être intéressant sur certains pinots aussi pour concentrer les baies. Et après, éviter toute blessure ou micro-blessure sur les baies, vraiment, lutter bien contre l'oïdium, les vers de la grappe, limiter si possible les dégâts de grêle si c'est possible, mécanique, tout ce qui est drosophile, insectes, limiter ces ravageurs pour limiter les micro-blessures et les impacts. Voilà, là on en voit sur des cépages, dès qu'on a des portes d'entrée, des éclatements de baies, on a de la pourriture qui se développe. Voilà, au niveau de la lutte directe en viticulture biologique, elle est relativement limitée. Le cuivre a une action partielle sur le botrytis, une action fongicide directe, mais aussi une action de résistance des pellicules qui limite les micro-blessures. Donc si on peut favoriser une bonne application sur la zone des grappes dénouaison, c'est un facteur intéressant pour limiter la pourriture grise. Au niveau des produits homologués, on a Botector qui est une levure. Elle est présentée comme prenant la place du botrytis. Donc
un antagonisme trophique et spatial. Elle n'est pas toxique sur le botrytis, mais elle prend la place au niveau place et aussi au niveau nutrition. Maintenant, les essais montrent très peu d'efficacité, donc c'est très limité dans les expérimentations. D'autant que le dernier traitement doit être fait à raison, donc on est sûrement trop tôt par rapport à ce risque. Et probablement, il est sensible aux autres fongicides cuivre et soufre vu que c'est une levure. Donc plutôt partir, si vous voulez traiter directement et que vous avez du botrytis, sur des poudres de roche, talc, lithotam, kaolin, qui ont une efficacité variable et qui dépendent fortement du nombre d'applications, mais qui ont un effet physique asséchant sur les foyers, ou de limitation de l'humidité et du développement du botrytis. Voilà la conclusion sur la polyturgis. Vraiment bien raisonner le choix du cépage et du polyturgis en fonction du terroir. Les dégâts ils sont très dépendants des conditions météo en fin de saison et c'est non prévisible. Les dégâts peuvent être importants au niveau quantité et qualité, on n'en a pas forcément parlé, mais vous le savez. Et vraiment, la prophylaxie est le meilleur moyen de limiter le botrytis, c'est le meilleur allié du vigneron. Maîtriser la vigueur, aérer la zone des grappes le plus tôt possible des fins floraison, éjecter si possible ces déchets de floraison si vous en avez la possibilité, c'est vraiment le meilleure action anti-botrytis. Limiter les blessures et ces techniques Tyloon pour les parcelles bien valorisées. La lutte directe a une efficacité très limitée. Ce qu'on peut proposer, c'est l'application de talc pour sécher les foyers et limiter l'humidité. Voilà d'autres maladies secondaires. Le black rot, on n'en a pas encore beaucoup en Suisse, mais souvent on entend dire que c'est une impasse en bio avec ces symptômes sur les baies et sur les grappes. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai pas de photo sur les baies. Au niveau de la lutte, donc ça provoque un dessèchement des baies. Au niveau de la lutte, arracher les plants des parcelles abandonnées, éliminer le marc contaminé, ces baies momifiées, éliminer les grappes. Et au niveau de la lutte chimique, ça placé dès le débourrement, on a une efficacité non négligeable du cuivre et du soufre. Et l'impasse en viticulture biologique, elle est exagérée, mais par contre, elle nécessitera, si on a vraiment des grosses attaques de black rot en Suisse, plus de traitement et plus de doses de cuivre. Voilà, Drosophila Suzuki, là, je dirais, les stratégies sont les mêmes qu'en viticulture durable. Les mesures préventives efficaces, choix du cépage, on sait qu'il y a des cépages très sensibles, d'autres moins. Effeuillage rigoureux de la zone des grappes, ça c'est vraiment le point essentiel pour limiter le développement des drosophiles Suzuki. Enherbement court, en fait, il faut surtout que l'enherbement n'arrive pas dans la zone des grappes et crée de l'ombre. Ce qui est important, c'est vraiment l'effeuillage avant tout. Au niveau de la lutte, si on a des symptômes, privilégier le kaolin qui crée une barrière et dérange l'insecte. Donc, on sait que tout ce qui est insecticide, il y a des insecticides comme le spinosade qui sont utilisables contre la drosophilie, ils sont peu efficaces parce qu'on a une recolonisation des insectes via l'extérieur des parcelles et on a le risque de résidus dans les vins. Il y a des techniques complémentaires pour les parcelles bien valorisées, c'est les filets à mailles fines, où là on sait que les insectes ne rentrent pas dans la parcelle. Le piégeage de mailles, j'ai mis entre parenthèses, montre quand même peu d'efficacité. Vers de la grappe, là aussi les stratégies, il y en a plusieurs en viticulture biologique. La stratégie principale, c'est la confusion sexuelle sous forme de capsules, de spaghettis ou maintenant les puffers, même si on a peu de recul encore sur les puffers et sur leur efficacité, sur des pressions fortes. Après, au niveau traitement, pour ceux qui ne sont pas en confusion sexuelle, il y a les Bacillus thuringiensis, ce sont des petites bactéries, lorsqu'elles sont ingérées par les jeunes larves, lorsqu'elles sortent de l'œuf, qui les font mourir, donc qui a une très bonne efficacité, donc c'est BT. Et ce qu'on demande d'éviter, le spinosade est autorisé, mais évitez-le parce qu'il a un risque à bailli et risque sur les auxiliaires, et il risque aussi de résidus dans les vins. Un petit mot aussi sur la flavescence dorée, parce que c'est une maladie de quarantaine et qu'elle se développe fortement, notamment dans le canton de Vaud, avec les symptômes caractéristiques, les 3 symptômes, donc décoloration, enroulement des feuilles, non-ahoutement et flétrissement des grappes. C'est vraiment indispensable de planter du matériel sain pour éviter les nouveaux foyers, planter du matériel traité à l'eau chaude. Là, vous êtes sûr d'avoir un matériel sain. Ce qui est aussi très important, c'est de passer dans vos vignes avant les vendanges pour éliminer tous les ceps qui sont symptomatiques, que ce soit du bois noir ou de la flavescence dorée. Pour détecter d'éventuels foyers aussi, il faut faire une analyse pour être sûr d'arriver sur un nouveau foyer le plus tôt possible et éviter d'avoir des arrachages de surface.
Et dans les périmètres de lutte obligatoires, pour information, il y a des traitements à base de pyrètres naturels qui sont utilisés, qui ont un impact sur les auxiliaires qui sont relativement limités d'après les observations d'Agroscope les dernières années. Voilà, pour finir en conclusion, la protection en viticulture biologique, comme on l'a dit, c'est vraiment une approche globale. Il faut tout mettre en œuvre préventivement dans ces vignes pour limiter les maladies, vraiment mettre toutes les mesures préventives prophylactiques en place pour chaque maladie dans vos vignes et en priorité dans les parcelles sensibles. La qualité d'application elle est primordiale, hein, vraiment une bonne qualité d'application si vous en avez la possibilité en face par face avec un flux qui va sur la face inférieure des feuilles. Les raisonnements des traitements, il est vraiment basé sur la lutte couplée mildiou-oïdium. Le mildiou, c'est les pluies. L'oïdium est lié au stade de la vigne. Le risque, il est max de préfloraison à fermeture. Et pendant cette phase, il faut maintenir une protection sans faille. Le cuivre et le soufre sont des produits essentiels pour une lutte efficace. On a d'autres produits possibles pour limiter les doses de ces deux produits principaux. Vraiment important de positionner précisément les interventions avant les pluies. Important de faire des renouvellements réguliers, hein, c'est vraiment important. Les renouvellements, on ne regarde pas la date, on prend en compte le lessivage. L'importance aussi de la protection du stade 8 feuilles, donc dès qu'on démarre jusqu'au stade petit pois, c'est vraiment là que la protection se joue, hein, donc les 80% de la protection se joue à ce moment-là. Et c'est important d'être à l'écoute de vos vignes, de prendre le maximum d'informations sur les conditions météo et sur le risque, ça on en a déjà parlé. Donc voilà, nous on propose un programme de traitement qui peut qui peut faire peur au premier abord parce qu'on le lit toujours à des remarques et des conseils. Chaque année est différente, mais ça peut vous donner une idée des doses en fonction du stade de la vigne et un peu des programmes et des mesures prophylactiques à mettre en place. Sur ce type de programme, on arrive avec les traitements optionnels en cas de forte pression à 2,8 kg de cuivre. Donc on est dans les doses légales de maximum 3 kg par hectare par année pour ceux qui sont labellisés Déméter ou pour ceux qui font le certificat Vitis Suisse, et 4 kg par hectare par an pour le bio bourgeon. Voilà, on vous donnera le lien pour télécharger cet exemple de calendrier de traitement. Voilà, j'en ai fini. Donc si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas. Donc jusqu'au 30 avril, d.marchand@prometer.ch. À partir du 1er mai, ce sera l'adresse du FIBEL, donc david.marchand@fibel.org. Et pour l'inscription à la newsletter Viticulture Biologique, qui sera en partenariat entre ProConseil et le FIBEL, l'adresse pour s'inscrire par email, donc c'est une newsletter qui est que par email, c'est viticulture@prometer.ch. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne saison.